19h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici le sommaire. Le ministère de la Santé de cette province alerte sur la situation préoccupante et appelle les autorités compétentes à y remédier. Dans un élan de solidarité, plusieurs personnalités politiques et ecclésiastiques ont été présentes au stade Tata Raphaël pour rendre les derniers hommages à Blanche Tounassi. Le chef de l'État Félix Tshisekedi et la première dame Denise Nyakirou Tshisekedi étaient présents. Bonsoir, je l'ai annoncé au sommaire, l'augmentation des cas de monkeypox dans la province du Sud Kivu. La division provinciale de la santé de cette province alerte sur la maladie qui approche les 1000 cas, ce qui laisse craindre un débordement des stricts respects d'hygiène et requis afin de lutter contre cette maladie. Suivez. La division provinciale de la santé du Sud Kivu alerte sur la situation préoccupante de la maladie de monkeypox dans la province. Selon le Dr Claude Baïziré, directeur de communication de la division provinciale de la santé du Sud Kivu, la province approche les 1000 cas, ce qui laisse craindre un débordement. La situation de monkeypox dans la province du Sud Kivu continue à être compliquée car à ce jour, nous approchons les 1000 cas. En une semaine, nous avons enregistré plus de 100 cas. Cela inquiète tout le monde, surtout nous, à la division de la santé, car nous risquons d'être débordés par cette situation, a confié le Dr Claude Baïziré. La direction provinciale de la santé ajoute qu'il y a déjà eu de guérisons et 10 décès enregistrés, dont 2 de plus cette semaine. La situation de monkeypox reste toujours préoccupante. La zone de santé de Kamituga, quant à elle, continue à enregistrer des cas. Elle a déjà plus de 500 cas de monkeypox, mais d'autres zones commencent également à être affectées, notamment la zone de santé de Nyagezi, particulièrement dans sa partie Kamanyola et du côté d'Ouvira. Nyagezi a dépassé la centaine de cas, Ouvira en compte beaucoup et actuellement il y a plusieurs cas aussi dans la partie de Fizi vers Massissi. Partie de Kamituga, le monkeypox a atteint 22 de 34 zones de santé de la province du Sud Kivu. Les spécialistes de la santé appellent au respect strict des mesures d'hygiène pour lutter contre cette maladie afin qu'elle ne se propage pas davantage. Autre chose à présent, les tensions ont émergé après que Vital Kamerhe, président du bureau de la Chambre basse du Parlement, ait déclaré lors de la clôture de la session ordinaire de mars 2024 que le député actuel recevrait un salaire de total de 14 millions de francs congolais, soit 5 000 $ par mois. Martin Fayulu a catégoriquement rejeté cette affirmation comme étant trompeuse, soulignant que le montant cité par Vital Kamerhe ne couvre que la rubrique des émoluments, excluant d'autres avantages substantiels tels que les avantages primes diverses et les réserves parlementaires. Martin Fayulu exige une enquête afin de mettre fin à ce qu'il qualifie de délinquance financière. Suivez. Lors de la clôture de la session parlementaire de mars le samedi à Kinshasa, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a annoncé que le salaire d'un député national s'élève à 14 millions de francs congolais, environ 5 000 $, tout avantage y compris. Cette affirmation suscite une vive controverse car elle semble s'éloigner considérablement de la réalité budgétaire. Selon la loi des finances 2024 en cours d'exécution, l'enveloppe globale dédiée à la rémunération annuelle des 500 députés nationaux est de 140 4 milliards de francs congolais, soit environ 50 000 $, au taux de 2 800 francs congolais pour $1. Cela signifie que le trésor public décaisse chaque mois 4 179 180 000 $ pour les salaires des députés, ce qui correspond à une rémunération individuelle de 8 358 $. Par ailleurs, il est important de noter que les dépenses du trésor public s'effectuent selon le taux budgétaire fixé actuellement à 2 500 francs congolais pour $1. En appliquant ces taux, l'Assemblée nationale débourserait plus de 56 millions de $ par an pour la rémunération des députés nationaux, soit 4 680 682 $ par mois, ce qui revient à une rémunération mensuelle de 9 361 $ par député.
Le chiffre avancé par Vital Kamerhe de 5 000 $ sont donc bien inférieurs au montant réel prévu par la loi des finances et calculé selon le taux budgétaire. Cette incohérence soulève des questions sur la transparence et la gestion des fonds publics alloués à l'Assemblée nationale. Notable entre les déclarations de Kamerhe et les réalités budgétaires couplées à l'existence de fonds opaques, alimentent des soupçons de pratiques de corruption et de mauvaise gestion des finances publiques par le Parlement. 24 heures après que le président de l'Assemblée nationale ait affirmé qu'un député national congolais touche un salaire de 14 millions de francs congolais, soit 5 000 $ américains, tout avantage confondu, contrairement aux déclarations de certaines ONG et quelques politiques, l'opposant Martin Fayulu souligne que ce montant correspond uniquement à la rubrique émolument. Dans sa déclaration de ce dimanche 16 juin, depuis son compte X, le président de l'ECD a exigé une enquête des institutions chargées du contrôle des finances publiques pour établir les responsabilités sur ce qu'il estime obscurs actes de corruption et de délinquance financière. Affirmer que le député de la précédente législature en RDC percevait tout avantage confondu 14 millions de francs congolais par mois est une pure contre-vérité, a-t-il déclaré. Et de poursuivre, il faut ajouter à cela les deux autres rubriques avantages, primes diverses et réserves parlementaires. Pour rappel, dans son discours de clôture de la session de mars, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a tenu à clarifier l'opinion tant nationale qu'internationale sur les salaires d'un député national congolais dont le montant est de 14 millions de francs congolais, soit 5 000 $, tout avantage confondu. Les choses s'accélèrent au niveau du Sénat de la République démocratique du Congo en prélude de l'adoption du règlement intérieur et de l'élection du bureau définitif. Les sénateurs sont appelés à clarifier leur appartenance politique pour la législature 2024-2028. Selon la correspondance de Ivan Kazadi Kankonde, premier secrétaire du bureau d'âge, il sera question pour des élus de choisir entre la majorité parlementaire ou encore l'opposition. Pendant ce temps, la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur pour la législature 2024-2028 poursuit son travail sous la direction de Christophe Lutundula, conformément aux orientations reçues de la plénière. Suivez. En prélude de l'adoption du règlement intérieur et de l'élection du bureau définitif, les sénateurs sont appelés à clarifier leur appartenance politique pour la législature 2024-2028. Selon la correspondance d'Ivan Kazadi Kankonde, premier secrétaire du bureau d'âge, il sera question pour les élus de choisir entre la majorité parlementaire ou encore l'opposition. L'article 3 de la loi portant statut de l'opposition politique stipule que les partis politiques et les regroupements politiques dans les assemblées délibérantes font une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition politique auprès du bureau respectif de l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'Assemblée provinciale, de conseils de ville, municipal, des secteurs ou de chefferies. Pendant ces temps, la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur pour la législature 2024-2028 poursuit son travail sous la direction de son président Christophe Lutundula. Et conformément aux orientations reçues de la plénière, le délai de 6 jours lui confié par l'Assemblée plénière a expiré ce week-end. Dès le début de cette semaine, la plénière devra s'épancher sur l'examen et l'adoption de son rapport. Le bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement progresse lentement mais sûrement dans la réalisation de ses missions fixées dans l'article 114 de la Constitution. L'élaboration et l'adoption du règlement intérieur constituent la deuxième mission après la validation de pouvoir des sénateurs, considérée comme la première mission du bureau d'âge dès l'ouverture de la session extraordinaire inaugurale. Après l'adoption du règlement intérieur, le bureau provisoire passera à la dernière étape de sa mission, à savoir l'élection et l'installation du bureau définitif. Autre chose à présent, à Kanyama Kasese, une nouvelle vague de volontaires venant de Kasumbalesa a pris l'avion le dimanche 16 juin 2024 dans l'après-midi pour la ville de Mbujimayi, où ils doivent prendre la voie terrestre dans le centre pilote Musée Laurent Désiré Kabila en vue d'une formation des transformations professionnelles avant de devenir agent au service national. Le général-major Kassongo Kabouik, commandant du service national, était sur place pour se rassurer du bonnes conditions de ces voyages. Laetitia Moulalou.
À l'aéroport international de la Loano, c'est une vague nouvelle des jeunes désœuvrés de Kasumbalesa, cette fois-ci des volontaires qui veulent intégrer le service national. Mais tout doit commencer par une formation, instruction et transformation avant de devenir bâtisseur au sein du service national. Ils n'ont pas peur, par contre confiants et fiers d'aller suivre cette formation. Moi-même, voir réellement s'il y a du métier et je veux aussi apprendre et puis travailler selon les informations que j'ai acquises de la part de ceux qui étaient partis avant nous. Les gens travaillent, ils ont appris quoi faire. Il y en a qui sont devenus des opérateurs des engins, les autres sont des mécaniciens, les autres sont des menuisiers. Pour moi, c'est du métier, c'est une bonne chose. Ils sont embarqués dans cet avion qui va les emmener à l'aéroport de Mbujimayi pour prendre la voie terrestre jusqu'à Kanyamakasese. Depuis un certain temps, les jeunes manifestent eux-mêmes la volonté d'intégrer le service national et à travailler au service du développement de la RDC, vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, à laquelle travaille avec abnégation le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik pour la promotion de l'emploi en investissant dans la jeunesse congolaise. Toujours en province, un nouveau mode de perspection de taxes à l'importation et l'exportation est instauré dans la province du Nord Kivu, à l'est de la RDC. Ceci ressort d'une réunion co-présidée par le conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu en charge du budget et du finance. Diane Bonga nous fait le point. Bonjour à tous. Amélioration du climat des affaires au Nord Kivu a daté du 1er juillet 2024. Toutes les taxes dues à la province mobilisées à l'importation et l'exportation seront perçues par mode électronique. Un protocole d'accord dans ce sens a déjà été signé par le gouvernement provincial du Nord Kivu et la DGDA. L'importance de la dite accord était au menu de la réunion co-présidée par le conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu en charge des finances, Maître David Kamoua, et du budget Jean Rouyangué ce vendredi 14 juin 2024 au gouvernorat de province. Réunion tenue à l'intention de responsables de la DGDA, de la DGRAD, de commissionnaires en douane, mais aussi d'autres services concernés. À en croire David Kamoua, les soucis du gouverneur Peter Chirimwami est de mettre les opérateurs économiques à l'abri de tracasseries, lutter contre la fraude et maximiser et canaliser les recettes. Le Nord Kivu tient à être la vitrine par excellence, la matérialisation de la politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relatif à l'amélioration du climat des affaires. Et dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, le gouverneur de province nous a instruit de signer un protocole d'accord avec la DGDA pour faire en sorte que les importateurs et les exportateurs des marchandises ne puissent pas faire objet de tracasseries de plusieurs services. Et il y a 7 actes générateurs qui sont concernés. D'abord, la taxe conventionnelle pour la reconstruction, à l'importation et à l'exportation. Il y a également la taxe sur les produits non biodégradables. Il y a également la taxe sur les produits cosmétiques et diététiques. Il y a la feuille de route sur les véhicules importés, mais également la taxe phytosanitaire sur les produits agricoles concernés par les importations et les exportations. Cette vision du chef de l'État, relayée par l'autorité provinciale et saluée par l'association de commissionnaires en douane ACAD, son président Itimana promet de sensibiliser les opérateurs économiques, mais aussi ses pairs. C'est juste sensibiliser les membres et sensibiliser aussi les opérateurs économiques. En payant cette taxe, ça aide au développement du gouvernement de notre province. À noter que les taxes et droits de la province étaient jusque-là perçus par plusieurs services à l'importation et l'exportation. Et à Kinshasa, dans un stade Père Raphaël de la Kétule, rempli aussi bien par des fidèles et de personnalités politiques comme spirituelles,
que la communauté des églises de la Compassion et de l'église Corps du Christ ont rendu un dernier hommage à Blanche Odia Kandolo Tunasi, décédée à Istanbul en Turquie mercredi 2 juin 2024 à l'âge de 39 ans. Accompagné de la première dame, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est incliné devant la dépouille mortelle avant son inhumation au cimetière de Nécropole entre ciel et terre ce lundi 17 juin. Regarde. Accompagné de la très distinguée première dame Dédé Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est incliné devant la dépouille mortelle de Blanche Odia Kandolo Tunasi avant de déposer une couronne de fleurs. Dans un stade rempli aussi bien de fidèles que de personnalités religieuses et politiques, le pasteur Marcelo Tunasi a expliqué les circonstances de la mort de son épouse. Ce dernier a résumé son message en quelques mots. L'Éternel a donné et il a également retiré. Que son nom soit loué. Madame Odia Kandolo est décédée à Istanbul, en Turquie, le mercredi 12 juin dernier. À l'âge de 39 ans, elle laisse derrière elle un veuf et 4 enfants. Paix à son âme. Le président Félix Tshisekedi a participé dimanche à la prière et au banquet organisé au Palais du Peuple à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd el-Kébir, également connu sous le nom de Tabaski. Cet événement majeur de l'islam commémore l'obéissance d'Abraham à la demande des dieux de sacrifier son fils unique. Invité d'honneur de cette célébration, le chef de l'État a exhorté le musulman de la RDC à l'unité, soulignant que les conflits internes nuisaient à leur développement et à leur épanouissement. Suivez. Le président Félix Tshisekedi a participé dimanche à la prière et au banquet organisé au Palais du Peuple à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd el-Kabir, également connu sous le nom de Tabaski. Cet événement majeur de l'islam commémore l'obéissance d'Abraham à la demande de Dieu de sacrifier son fils unique. Invité d'honneur de cette célébration, le chef de l'État a exhorté le musulman de la République démocratique du Congo à l'unité, soulignant que les conflits internes nuisaient à leur développement et à leur épanouissement. Parmi les nombreuses personnalités présentes figuraient le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et la ministre d'État en charge de l'environnement, Eve Bazaïba. L'événement de cette année intervient dans un contexte historique marqué par des violences passées. En 2001, le heurt violent avait éclaté aux abords du stade de Martyrs, où les musulmans s'étaient réunis pour la rupture du jeûne. L'imam Abdallah Mangala avait été empêché de conduire la prière consacrant l'Aïd al-Fitr, et les affrontements avaient suivi entre ses partisans et de ceux de Cheikh Bibondo, reconnu comme imam représentant légal. Depuis une assemblée générale de janvier 2020, ces troubles avaient causé au moins 2 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels, notamment l'incendie d'une Jeep de la police. Des dizaines de personnes avaient été arrêtées et une trentaine de condamnations avaient été prononcées. Toujours dans le même chapitre, la communauté musulmane de la mosquée Al-Rahma, la Miséricorde à Binda Upen, a célébré le dimanche 16 juin la fête d'Al-Kébir, beaucoup plus connue sous la Tabaski. Une occasion pour le musulman d'entrer en intimité avec Allah afin de bénéficier de sa miséricorde avec un sacrifice de mouton à l'instar d'Abraham qui offrit son unique fils. Nancy Mafuta pour Mondico Télévision. Le dimanche 16 juin 2024 a marqué le début de l'Aïd el-Kébir, la plus importante célébration des musulmans qui dure 3 jours. Aussi connue sous le nom d'Aïd el-Adhan, est une fête du mouton qui consiste à commémorer la soumission d'Ibrahim à Dieu qui lui ordonne de sacrifier son fils Ismaël. Cet acte de sacrifice du mouton répond pour les musulmans à des règles précises. Elle est aussi synonyme de générosité envers les pauvres et les nécessiteux. À l'occasion de cette importante fête, la communauté musulmane issue de la mosquée Aramani, qui signifie miséricorde, située sur le numéro 31 de l'avenue Ekila, quartier Ngoma Kintuka, dans la commune d'Engaliema, le deuxième imam Ahmad Ramazani Mohamed a exhorté les musulmans sur le 5e pilier en rapport avec les pèlerinages, faisant référence au prophète Abraham comme le père des croyants de son alliance avec Dieu, appelé monothéisme, a prié et a fait des bénédictions.
nsima ya profete Ibrahim kotala Nabi Ismail amoni papa na ye atiki mbeli atiki bosimba ye yepe abalusi mutubo ye alandi takbira andini Allahu akbar walillahi alhamd sambe apesi yo meme oyo na place ya mwana na yo ala abeleli ayebisi kade sodaktaru ya solo ukokisi elaka na yo soka ndoto na yo lobaki ya solo zokata ya solo boye nga nafutaka bato ya malamu Allah afuta bapapa nyonso bayo bazali na bisaleli ya malamu na bamama nyonso na bana nyonso soki mwasi azalaka na bisaleli mabe Ibrahim alingaki akokisa elaka oyo te soki mwana azalaka mwana ya malamu te solution elingaki ezwama te. Après l'exhortation de l'imam Ahmed Ramazani, le Moualim Djibril avait pris la parole où il a donné la différence de cette célébration pour l'année 2024 par rapport à celle de l'année passée. Aujourd'hui était le 10e jour de la Tabaski. L'ambiance était au zénith, la façon dont on l'a célébré cette année par rapport à l'année passée et la façon dont Dieu nous a accompagnés. Remplis d'émotions, de joie et de contentement, quelques croyants avaient pris la parole pour donner leurs impressions. Oui, ça s'est bien déroulé par rapport à l'organisation ici dans notre mosquée Al-Harama. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est une grande journée qui a réuni plusieurs autres mosquées du monde. C'est pour nous une importante célébration qui vient pour guider notre conduite avec Dieu par rapport à ce qu'il a fait à nos prophètes que nous avons succédé. Ainsi, nous aussi, nous allons apprendre à nos enfants cette vie de prière afin qu'ils apprennent cette sagesse que nous avons dans la prière, mais aussi servir Dieu avec crainte. En fait, ezali mukolo oyo papa na bikoko na biso Abraham asilaki ko sacrifier mwana na ye kokokisa. En fait, c'est un jour où notre père Abraham avait fait un acte d'obéissance à Dieu en acceptant de sacrifier son fils unique pour le Dieu qu'il avait promis un fils. Et lui, malgré tout, avait accepté de sacrifier ce fils unique pour Dieu. La cérémonie a duré pendant 2 heures de culte, aussi une occasion pour la communauté musulmane de renforcer leur intimité avec Dieu, de demander pardon et sa miséricorde. En République démocratique du Congo, les conditions de vie des personnes du 3e âge sont très difficiles dans leur propre famille. Beaucoup sont marginalisés, ils sont indexés comme des sorciers. Conséquence, ils sont rejetés par leurs membres de famille. Quelques-uns vont trouver refuge dans les homes de vieillards où les conditions sont également rudes. Pour tenter de corriger cette situation, un député national a porté une proposition de loi portant protection et promotion de personnes du 3e âge. Il est soutenu dans cette initiative par la Commission nationale des droits de l'homme qui fédère tous les acteurs qui travaillent pour cette noble cause. Regardez. Il n'est pas toujours aisé d'être une personne de 3e âge en République démocratique du Congo. Les personnes de 3e âge sont âgées de 60 ans et plus dans plusieurs familles. Dès que l'on vieillit, l'on devient encombrant au motif que l'on est sorcier et qu'on est la cause de la souffrance de la famille. Dans plusieurs cas, ces personnes âgées sont maltraitées dans leur propre famille. D'autres encore les mettent dehors ou vont les déposer dans les homes des vieillards. Dans la commune de Kitambo, le home des vieillards, Martha Lins, tenu par l'église armée du salut, existe depuis plus de 60 ans. Elle accueille actuellement 18 pensionnaires. Le major Bibi Skinzila en est la directrice. Selon ses propres termes, l'église n'octroie que $300 américains par mois pour le fonctionnement de ce home de vieillards. Pour le reste, ce sont les personnes de bonne volonté qui leur viennent en aide. Les autorités ne leur accordent aucune aide et pourtant, des vieillards qui vivent ici sont amenés par les autorités communales. Bernadette Lombele est l'une des pensionnaires de ce home des vieillards. Elle vit ici depuis 2 ans à cause des problèmes d'yeux. Elle est mère de 2 enfants. Ses propres enfants ainsi que ses autres parents viennent lui rendre visite par hasard et pourtant elle les a beaucoup aidés.
Je suis ici à cause de la souffrance. J'avais des problèmes d'yeux. Ma famille m'a abandonné à cause de la souffrance. C'est la mode à Kinshasa. Si tu as de moyens financiers, la famille s'attache à toi. Si tu en manques, on te fouille comme des chauves-souris. Même tes propres enfants te méprisent. Ils viennent irrégulièrement. Même mes propres frères et sœurs que j'ai élevés ne viennent pas me rendre visite. Le député national Dédé Mopassa s'est saisi de la question. Lors de la législature passée en 2019, il avait introduit une proposition de loi portant protection et promotion des personnes de troisième âge. Le texte n'a pas été examiné ni adopté. Il compte le réintroduire dans cette législature. Dans le milieu rural, c'est encore plus grave. On les traite de sorciers et ça même a entamé le milieu urbain. C'est des gens à perte de vue. Des fois, ils n'ont pas de maison car l'État ne loge plus des gens, malgré que c'est un engagement constitutionnel. Donc, ils se trouvent dans la rue, sans abri. C'est honteux. Donc, ce n'est pas correct. Alors, pour moderniser, pour honorer notre gouvernance, l'État, je pense qu'il est nécessaire pour des intellectuels, vous et moi, qu'on puisse mettre en place cette loi rapidement. La Commission nationale de droits de l'homme, CNDH en sigle, a tenu il y a peu un forum avec pour thème « Vieillir avec ses droits ». L'ambition de la CNDH est de fédérer les efforts de tous les acteurs qui travaillent pour le respect des personnes de troisième âge. Foura Ngongo s'occupe de la protection des droits des personnes vulnérables, dont les personnes de troisième âge. Nous sommes allés dans les hospices, les homes de vieillards et même des structures qui s'occupent de leur accompagnement. Donc on a été en rencontre avec eux. Voilà, vu les constats, je peux dire désastreux. Donc ici à Kinshasa, nous avons vu 2 hommes de vieillards pour l'État, au compte de l'État. Et les autres, en tout cas, sont des privés ou les églises. Alors, voilà comment ces personnes-là, nos seniors, comme nous les appelons, vivent. Donc, c'était des conditions compliquées. En attendant que ces différentes initiatives aboutissent, les personnes de troisième âge prennent leur mal en patience. Et en sport, contrairement à tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux et ailleurs concernant le contrat de 5 ans de Sébastien de Sabre, sélectionneur de l'équipe nationale de la RDC, et le manager de l'équipe nationale, Doudou Landou, a réagi face à ces sujets car selon lui, ce contrat est logique. Écoutons ses propos. Premièrement, le coach avait un premier contrat qui courait jusqu'août 2024, contrat de 3 ans, qui avait comme objectif la CAN 2025. Et donc, ce contrat-là, on était déjà presque à 2 ans, la CAN n'avait toujours pas débuté. Souvenez-vous, lorsque le coach est arrivé, nous étions derniers de notre groupe aux éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire. Et donc, cette CAN-là ne comptait pas dans son contrat. Mais donc, le travail pourtant qui a été réalisé hors contrat était appréciable et impressionnant au regard des résultats que l'équipe nationale a obtenu en Côte d'Ivoire. Donc, on peut dire que c'est un bonus. Maintenant, pour revenir au contrat de 2025, je sais qu'il y a la réglementation FIFA est claire. En cas de 2 mois d'impayement, d'arriéré, les contrats peuvent être rompus pour juste cause sportive.
Et pour finir, le membre du parti politique, les bâtisseurs du Congo, parti cher au rapporteur de l'Assemblée nationale de la Fédération de Lukunga et Funa, ont organisé le samedi 15 juin au terrain Comète dans la commune de Lingwala un match amical. Le score final 5-2. Cette rencontre vient pour renforcer le lien fraternel entre le membre du dit parti politique. Elle marque également le lancement de l'opération d'adhésion et d'implantation des différentes sections de formation politique à travers la ville de Kinshasa. Jocelyne Massiala et Vitem Panzou pour le reportage. L'union fait la force, dit-on. C'est dans cette optique que les membres du parti politique, les bâtisseurs du Congo, parti cher à Jacques Njoli et Singé Kili, réunis au sein de la Fédération du Lukunga et Funa, ont organisé un match de football en vue de renforcer le lien entre membres du parti. 5-3, tel est le score final. La Fédération de la Funa remporte cette entrevue. Cependant, la victoire est célébrée par tous. L'interfédéral de bâtisseurs du Congo, ville de Kinshasa, Guy Chirac Iyeye, encourage toutes les deux équipes à vaincre en prime, en soulignant que cette rencontre rentre également dans le cadre du lancement officiel de l'opération d'adhésion au sein de la formation politique et les bâtisseurs du Congo. Aussi, l'implantation des différentes sections, plus ou moins 35, à travers la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, nous commençons, lancement des activités, les activités de l'interfédération. Nous avons commencé aujourd'hui avec le foot, parce qu'après ici, nous avons l'adhésion massive. Et encore plus, nous serons à Tchangou, nous serons à Mwamba, et enfin nous allons chuter Lukunga. Donc Lukunga, nous avons la commune de Lingwala, Barumbu, Kinshasa, commune de Gombe, Ngaliema, ainsi qu'à Mongafula. Donc nous allons installer les comités sectionnaires au niveau de Mongafula. Enthousiasmés par cette ambiance, les cadres de la BEC, présents à l'activité, ont délié leur langue. Nous sommes très heureux d'avoir remporté cette victoire. Et le plus grand souci, c'est la promotion de l'esprit de la camaraderie parmi les membres du parti politique, les bâtisseurs du Congo. 5-3, donc je suis très heureux de commencer comme ça, mais je les attends à Tchangou. À Tchangou, ça serait chaud. Intéressés par la vision de ce parti politique cher à Jacques Njoli et Singé Kili, qui est la reconstruction du Congo, les Kinois n'ont pas hésité de s'afficher pour adhérer. J'adhère à cette formation politique parce que les visionnaires de ces partis a une grande vision pour nous les jeunes, celle de développer notre pays. Nous avons vu que l'honorable Jacques Njoli a une vision énorme pour la jeunesse. J'adhère parce que nous voulons aussi apporter notre pierre à l'édifice comme les autres jeunes. Cette opération d'adhésion qui vient de connaître son point de départ dans la fédération du Lukunga va s'étendre dans tous les districts de la ville de Kinshasa, mais aussi sur toute l'étendue du territoire national. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, je vous rappelle le principal titre. L'Assemblée nationale Vital Kamerhe concernant les émoluments des législateurs. Il a exigé une enquête approfondie et des sanctions contre les responsables de cette désinformation. 1000 cas de variole de singe appelés monkeypox déjà enregistrés dans la province du Sud Kivu, ce qui laisse craindre un débordement. La division provinciale de la santé de cette province alerte sur la situation préoccupante et appelle les autorités compétentes à y remédier. Dans un élan de solidarité, plusieurs personnalités politiques et ecclésiastiques ont été présentes au stade Tata Raphaël pour rendre les derniers hommages à Blanche Tunasi. Le chef de l'État Félix Tshisekedi et la première dame Denise Nyakiru Tshisekedi étaient présents. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur Mondico Télévision. Bonsoir chez vous.